Bienvenue au cours de rattrapage. Dans cette vidéo de Terminal S, on va aborder la mécanique. C'est une part très importante donc, de la physique en Terminal S, pour pas dire que c'est quasiment un tiers en fait de la physique de Terminal S. Et bon, on va pas aborder n'importe quelle mécanique non plus, hein, on va aborder la mécanique newtonienne. Cinématique et dynamique newtonienne. Alors pour information et pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire sur les petites choses qui peuvent être utiles en mécanique, c'est aussi abordé en seconde. C'est beaucoup plus simple, hein, mais au moins ça a le mérite de poser les bases. On va d'abord parler de cinématique, des différents mouvements qu'on va pouvoir étudier en Terminal S, et on finira sur les fameuses lois de Newton qui sont ô combien importantes. Cinématique. Donc on va se limiter à des systèmes dont la dimension est petite par rapport au déplacement qu'il effectue. On réduira tout le système à un point. C'est le modèle donc du point matériel. C'est bien pratique parce que ça nous évite d'avoir une étendue de points qu'on devrait étudier de façon plus ou moins indépendante. Et enfin, pour simplifier encore plus, on va se limiter uniquement à des mouvements plans, c'est-à-dire ceux qui ont que deux dimensions. Néanmoins, si on peut le faire à deux, on peut le faire à trois. En fait, c'est pas plus compliqué, il suffit juste de rajouter une dimension. Alors, pour décrire le mouvement, la cinématique donc, on va devoir introduire plusieurs choses. Alors, la première, c'est d'introduire un repère. Et ensuite, on va fixer différents vecteurs qui vont nous permettre d'étudier le mouvement. Notre repère, lui, va nous permettre donc de définir des positions, puisqu'on va avoir des coordonnées. Et on va avoir un premier point qui va être placé, c'est le point qui se déplace dans l'espace, le fameux point M. Et ce point M va avoir donc deux coordonnées. À partir de ce point M, on va pouvoir créer un vecteur OM qui est ni plus ni moins en fait que le vecteur entre l'origine et le point. Et mathématiquement, en fait, les coordonnées d'un vecteur, c'est juste la différence entre les coordonnées des deux points du vecteur. Donc une fois qu'on a pris O et M, eh bien, le fait de prendre O nous simplifie énormément la tâche puisque le vecteur OM, c'est ni plus ni moins que les coordonnées du point M. Si on a un mouvement, ça veut dire que ce vecteur OM, il n'est pas fixe, il va varier en fonction du temps. Donc on va avoir ces deux coordonnées, x et y, qui vont être dépendantes du temps. On va les noter, donc du coup, x de t et y de t. De la position va découler la vitesse, puisque la vitesse est la variation de la position en fonction du temps. Donc si on veut faire le vecteur vitesse en un point, eh bien on va prendre les positions donc, du point d'avant et du point d'après. On va faire la différence des deux vecteurs et on aura le vecteur vitesse en ce point. Donc on peut donc dire que le vecteur vitesse c'est le différentiel entre les vecteurs position de deux points. On va réduire l'écart entre deux intervalles de temps pour avoir des points les plus rapprochés possibles en temps et donc du coup ici avoir le vecteur vitesse. Et si on a quelque chose qui se rapproche le plus possible, c'est ce que vous avez vu en maths, c'est une fonction dérivée. On va donc pouvoir dire que V est égal à d de OM sur dt. Mais en physique, on a plutôt tendance à préciser selon quelle variable on va dériver, d'où le sur dt, puis on va préciser qu'on a dérivé par rapport au temps. Et de la même manière, en fait, si on remonte d'un cran, l'accélération, c'est la moyenne des vitesses. Donc pour avoir l'accélération en un point, on va prendre la vitesse au point au-dessus, la vitesse au point en dessous, et on va moyenner tout ça pour avoir le vecteur accélération. On en revient au même raisonnement, plus on va se rapprocher en temps entre deux vecteurs vitesse, plus on va avoir une accélération précise ou plus on va avoir de vecteurs accélération. Il en vient donc que l'accélération c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc on va pouvoir écrire que A est égal à d de v sur dt. Enfin il existe un quatrième vecteur qu'on va pouvoir utiliser dans certaines circonstances qui nous est utile parce qu'il fait intervenir quelque chose utile en cinématique, hein, bien sûr, donc je parle deux fois d'utilité. Ce vecteur là c'est le vecteur quantité de mouvement. Le vecteur quantité de mouvement qu'on va noter P en fait c'est M fois V, c'est-à-dire la masse fois la vitesse. Donc maintenant on a quatre vecteurs qui vont nous servir à décrire tout ce qui est cinématique, donc tout ce qui est mouvement. On a le vecteur position, le vecteur vitesse, le vecteur accélération et le vecteur quantité de mouvement qui est ni plus ni moins que celui de la vitesse avec la masse. Maintenant on va pouvoir décrire différents mouvements grâce à ces quatre vecteurs. Les mouvements. Alors on va étudier uniquement 4 mouvements, mais 4 mouvements qui sont quand même plutôt importants et qui vont regrouper l'essentiel des mouvements qu'on peut croiser. On va commencer par le mouvement rectiligne uniforme. MRU, c'est plus rapide à dire, mouvement rectiligne uniforme. Un mouvement rectiligne uniforme, vous l'avez vu en seconde, ça signifie que la trajectoire c'est une ligne droite et que la vitesse est constante. Wow. Si la trajectoire est une ligne droite, ça veut dire que le vecteur position, eh bien ça va être une droite, tout simplement. Alors ça va être une droite qui va être différente suivant si on suit un axe ou si on est en diagonale, mais dans tous les cas, quelle que soit la coordonnée, ça va être soit un point si jamais on ne bouge pas dans cette coordonnée-là, soit une droite qui va passer par l'origine ou par un point. Donc on va avoir une fonction affine
Et en fait, l'ordonnée à l'origine de cette fonction affine, ça va être la position initiale de notre point au début du mouvement. Et aussi, le coefficient directeur de notre fonction affine, et bien tout simplement, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. La dérivée de la position par rapport au temps, c'est la vitesse. Donc notre droite de position va pouvoir nous donner directement la position à l'origine, et en plus, la vitesse. Et donc si la vitesse est constante, ça veut donc dire que elle ne bouge pas. Donc ça veut dire que si on trace la vitesse en fonction du temps, eh bien on aura une droite parallèle à l'axe des abscisses. Et pour l'accélération, eh bien si la vitesse est une constante, l'accélération étant la dérivée de la vitesse, la dérivée d'une constante, ça fait 0. Pas d'accélération pour un mouvement rectiligne uniforme. J'avais oublié de vous dire qu'il fallait être au point sur la dérivée. Bon, ça c'est en première, mais il faut quand même être super au point sur tout ce qui est dérivé. Et après, il faudra être au point sur ce qui est intégration. On va aussi parler des mouvements rectilignes uniformément accélérés. Alors on va prendre le problème à l'envers, on va partir de l'accélération. On sait que l'accélération est uniforme. Si l'accélération est uniforme, ça veut donc dire que sa représentation c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, puisqu'on a une constante de vitesse. Si l'accélération est uniforme, ça veut dire que la vitesse étant la primitive de l'accélération c'est la dérivée de vitesse, et bien du coup l'accélération va être une fonction affine. Puisque quand on dérive une fonction affine, on a une constante. Donc cette vitesse avec une fonction affine, on va avoir une droite qui passe par un point et cette ordonnée à l'origine, eh bien c'est la vitesse initiale. Si la vitesse est une fonction affine, alors la position, ce n'est pas une fonction affine, hein, c'est forcément une fonction d'un niveau supérieur. Quand on va dériver la position, on doit trouver une fonction affine. Donc quand on primitive la fonction affine, on va avoir un polynôme du second degré. Donc la position c'est un polynôme du second degré si on fait y en fonction du temps ou x en fonction du temps. Pas si on fait y en fonction du x, c'est très différent. Puisqu'on aura y en fonction de x, une ligne droite. Troisième mouvement possible, ça va être les mouvements circulaires uniformes. Alors on va pas s'embêter avec les fonctions parce que la fonction d'un cercle, c'était au programme de Terminal S, mais il y a bien longtemps, ça ne l'est plus du tout. Et donc on va éviter de vous embêter avec ça. On va revenir au fait que cette trajectoire est circulaire et surtout sa vitesse est uniforme. Donc ça veut dire que si on fait la vitesse en fonction du temps, eh bien on va avoir une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, encore une fois. Là où ça va être plus dur, c'est au niveau de l'accélération. Puisqu'on va avoir une accélération, mais en fonction du temps, avec une vitesse constante. Donc l'accélération, elle n'est pas nulle, parce que sinon il n'y aurait pas de mouvement. En fait, on a une accélération qui est uniquement centripète, c'est-à-dire tournée vers l'intérieur. L'accélération elle nous est donnée par une relation donc, mathématique qui est A est égal à V carré sur R. Donc ça nous donne directement en fait l'accélération. On finit par les mouvements circulaires non uniformes. Alors les mouvements circulaires non uniformes, c'est du coup au niveau de la trajectoire, ça reste une portion de cercle, donc là ça ne change pas. C'est par contre au niveau donc de la vitesse qui elle va varier. Alors si la vitesse varie, on va avoir deux accélérations possibles. On va avoir une accélération qui est tournée vers l'intérieur, centripète, et une accélération qui est tangente au cercle. On a une accélération donc, qui est normale, une accélération qui est tangentielle. Donc on dira même que l'accélération c'est égal à l'accélération normale plus l'accélération tangentielle. On note AN plus AT. L'accélération normale, c'est l'accélération qui est donc centripète, qui est tournée vers l'intérieur. Ça reste la même, c'est-à-dire que AN est égal à V carré sur R. Par contre, l'accélération tangentielle, elle est un peu plus compliquée. En fait, l'accélération tangentielle, c'est ni plus ni moins que la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Par définition, l'accélération, ça a toujours été ça. Donc du coup, A est égal à dv sur dt. Et ça peut varier évidemment puisque V peut varier. Ce qu'il faut savoir faire à votre niveau, c'est pas très compliqué, tout en l'étant un petit peu. En fait, c'est de savoir associer à un graphique ou à différents graphiques un mouvement. Ou, un peu plus compliqué, ça veut dire que si on a un mouvement, tel graphique va convenir pour la position, pour l'accélération, pour la... C'est des points qui sont faciles à prendre. Les lois de Newton. Les lois de Newton, elles vont fonctionner à condition qu'on ait un référentiel galiléen ou dit galiléen. Un référentiel galiléen, c'est quand le mouvement du référentiel peut être négligé par rapport au mouvement lui-même. Donc ça veut dire que pour un mouvement de courte durée au voisinage de la Terre, on va pouvoir utiliser un référentiel terrestre. Parce qu'en fait, si le mouvement il est long, ou en haute altitude, eh bien en fait, le mouvement de la Terre sur elle-même va avoir une influence évidemment sur le mouvement en lui-même. C'est ce qui se passe avec la force de Coriolis. Demandez aux Allemands, ils se sont fait avoir en 1916. Allez, on va attaquer les trois lois. La première loi de Newton, qu'on appelle aussi principe d'inertie, vous l'avez déjà vu en seconde, donc son énoncé il est plutôt simple, on va un petit peu le complexifier. Dans un référentiel galiléen, si un système n'est soumis à aucune force ou à des forces qui se compensent, on parle de système pseudo-isolé, alors il est en mouvement rectiligne uniforme ou immobile. Ce qui en soit, l'immobilité, c'est un mouvement rectiligne uniforme dont la vitesse est nulle. Dans un système pseudo-isolé ou isolé, la quantité de mouvement se conserve. Donc P est égal à mv est égal à une constante. Deuxième loi de Newton, c'est le principe fondamental de la dynamique, ou PFD. C'est lui qu'on va utiliser le plus possible en terminale S, et c'est lui qui fait quand même plutôt mal parce qu'il est
pas compliqué, mais difficile à mettre en application. Dans un référentiel galiléen, si un système est soumis à plusieurs forces, qui ne se compensent pas évidemment, alors la somme des forces est égale à la dérivée du vecteur quantité de mouvement par rapport au temps. Ainsi donc, somme des forces extérieures est égale à d de p sur dt, ou m d de v sur dt, puisque la masse est constante. Troisième loi de Newton, c'est le principe des actions réciproques. Et ça, on l'expérimente tous les jours, parce qu'en fait, si ça n'existait pas, on serait sacrément embêté. Si un système A exerce sur B une force F de A sur B, alors le système B exerce sur A une force F de B sur A, qui est égale à moins F de A sur B. Et c'est ça qui fait qu'on ne s'enfonce pas dans le sol, puisqu'en fait le sol réagit au poids qu'on lui applique. Et c'est ça aussi surtout qui nous permet d'avancer, de marcher, puisqu'on appuie avec notre pied et le sol réagit, ce qui nous permet d'avancer. Ça nous permet de nager, ça nous permet de propulser des fusées, ça nous permet de rouler en voiture. Bref, c'est super. Ce qu'il faut savoir faire, c'est appliquer ces différentes lois à différents instants. Mais ça, c'est l'objet de la mécanique newtonienne, et ça fait l'objet d'un autre cours de rattrapage, parce que celui-ci est déjà assez long. Ce cours de rattrapage est terminé, vous pouvez vous abonner, c'est par là, je crois que c'est par là. Et il y a la playlist des terminales qui commence à se remplir petit à petit, moins vite que ce que j'aimerais, mais elle se remplit. On se quitte avec une citation d'Hubert Reeves, c'est un physicien très célèbre. En science comme ailleurs, l'inertie intellectuelle, la mode, le poids des instituts et l'autoritarisme sont toujours à craindre.